La soirée commença dans une ambiance normale au palais avec un rassemblement discret de visages familiers, de légers bavardages résonnant dans les couloirs et le tintement délicat des verres dans le salon. Les assistants royaux se déplaçaient discrètement, veillant à ce que chaque détail soit conforme aux normes attendues dans un tel environnement. Pourtant, derrière le vernis poli, la tension était sur le point d'exploser. Les invités se mêlaient, échangeant des sourires polis, ignorant que la soirée s'achèverait par une décision si décisive qu'elle bouleverserait l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie. Tom Parker Bowles, fils de la reine Camilla, entra dans la pièce avec une prestance que certains trouvèrent excessivement assurée. Selon plusieurs témoignages, ses remarques à l'égard de Catherine, princesse de Galles, commencèrent par une conversation légère mais devinrent rapidement plus acerbes. Des témoins rapportèrent plus tard que ses propos étaient tranchants, non pas par plaisanterie mais par provocation ouverte. Catherine, conservant son sang-froid habituel, absorba les remarques sans réagir visiblement, sa dignité discrète, ne faisant que souligner la cruauté du moment. L'atmosphère se fit plus pesante, tandis que les invités et le personnel échangeaient des regards inquiets. Puis sans prévenir, le prince William entra. L'atmosphère changea instantanément. Il observa la scène en silence, ses yeux enregistrant chaque détail. Le personnel marqua une pause à mi-chemin, les conversations s'arrêtèrent et une compréhension tacite traversa l'assistance. L'héritier du trône venait d'assister à un événement grave. Le visage de William se durcit. Ce n'était pas la colère de quelqu'un poussé à une décision irréfléchie, mais la détermination inébranlable d'un homme qui savait précisément où se situait la limite. D'un ton décrit plus tard par des initiés comme plus tranchant que l'acier, il ordonna à Tom de partir. Il n'y eut aucune hésitation, aucune explication élaborée, seulement une démonstration claire de son autorité. Tom tenta de riposter, mais la position de William ne laissait aucune place à la négociation. L'ordre était définitif. Des assistants s'empressèrent d'escorter Tom hors des lieux, un acte qui le transforma instantanément d'un habitué des cercles royaux en un étranger. L'incident n'a pas été dissimulé derrière des communiqués de presse soigneusement rédigés ni adoucis par le protocole. Il était cru, décisif et visible par suffisamment de personnes pour que l'histoire échappe inévitablement aux murs du palais. Un membre du personnel a décrit la scène comme un changement radical de la dynamique de la maison royale en quelques secondes. Pour ceux qui en ont été témoins, ce moment a marqué un tournant. William avait tracé une ligne à ne pas franchir par quiconque, quelles que soient ses relations familiales. Dans les heures qui suivirent, des rumeurs coururent dans les couloirs du palais. Certains considérèrent la décision de Guillaume comme nécessaire, voire même tardive. D'autres s'inquiétaient haut de l'onde de choc qu'une telle décision provoquerait dans une institution qui survit grâce à des apparences contrôlées. Pourtant, Guillaume resta inébranlable. Son rôle n'était pas seulement celui d'un prince, mais celui d'un protecteur. Il ne s'agissait pas d'une décision de relations publiques, c'était une décision personnelle. Plus tard dans la soirée, loin des intrigues du salon, les conseillers principaux commençaient à anticiper les conséquences. La réaction de Camilla était certaine et elle allait mettre à l'épreuve le fragile équilibre qui existait entre elle et William. La monarchie a toujours prospéré grâce à une image d'unité, mais en privé, les tensions anciennes peuvent être profondes. Ce qui n'était qu'un malaise tacite entre les deux hommes allait bientôt se transformer en tension ouverte. Selon certaines sources, dès le lendemain matin, Camilla sollicitait déjà une audience auprès de William. Poussée par instinct maternel, fierté ou nécessité politique, elle tenta de répondre à ce qu'elle considérait comme un affront. Cependant, William refusa d'entamer une discussion sur le sujet. Il avait pris la défense de sa femme et selon lui, l'affaire était close. Le refus de négocier était plus qu'un rejet de la demande de Camilla. C'était une affirmation symbolique de son autorité. Il démontrait que William était prêt à contourner les subtiles étapes de la médiation royale pour protéger sa famille. La décision de destituer Tom n'était pas un acte isolé, mais une déclaration affirmant que l'époque où l'on pouvait ignorer certains comportements pour préserver les apparences était révolue. Pendant des décennies, la monarchie britannique a surmonté les scandales en s'appuyant sur le silence, le protocole et des réconciliations soigneusement orchestrées. Dans ce cas précis, William a rompu avec la tradition. La confrontation et la manière dont elle a été gérée reflétaient une approche plus moderne du leadership au sein de la famille royale, des limites claires, une action rapide et la priorité donnée à l'intégrité personnelle sur l'image publique. Les observateurs internationaux, notamment ceux des pays du Commonwealth, ont par la suite constaté que cet incident répondait aux attentes croissantes du public en matière de transparence et de responsabilité même au plus haut niveau de la société. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient chaque faux pas, paraître ignorer ou excuser une conduite inappropriée peut éroder la confiance bien plus rapidement que par le passé. L'action décisive de William, bien que controversée pour certains initiés, a trouvé un fort écho auprès de ceux qui apprécient la franchise et l'équité. À la fin de la journée, le palais reprit ses activités habituelles, mais le courant sous-jacent du changement était indéniable. Les rôles et l'influence des personnages clés se rééquilibraient discrètement. Les fidèles de Guillaume et de Catherine sentaient un changement de dynamique. Ceux qui étaient proches de Camilla reconnaissaient que l'équilibre avait basculé.
La nuit commençait par des conversations polies et des rituels familiers s'étaient conclus par un acte public de protection et un acte privé de défiance. Ce fut le premier chapitre d'une série d'événements qui allait non seulement mettre à l'épreuve les relations au sein de la famille royale, mais aussi redéfinir la manière dont la monarchie projetait son autorité sur le monde. Et pour ceux qui en furent témoins, le souvenir de ce moment décisif restera un rappel vivant que sous la grandeur cérémonielle se cache une famille unie par les mêmes élans humains de loyauté, de respect et de défense de ceux qu'elle aime. Le lendemain matin, les répercussions de l'acte de Guillaume se répercutèrent dans tous les couloirs du palais. Camilla se réveilla et trouva le nom de son fils murmuré dans les bureaux de presse et murmuré par les courtisans qui évitaient désormais de croiser son regard. L'image qu'elle s'était si soigneusement construite au fil des années d'apparitions stratégiques et d'interviews mesurées commençait à s'effriter. Pour elle, l'humiliation n'était pas seulement publique, elle était profondément personnelle. Le fils accueilli au dîner d'État et aux réunions familiales privées avait été expulsé au vu et au su de tous. L'instinct de Camilla lui a incité à aborder le sujet au plus vite. Selon des sources proches du dossier, elle a sollicité une audience privée avec William presque immédiatement. Elle a abordé cette question non seulement en mère, mais aussi en reine déterminée à défendre la dignité de sa famille. Pourtant, chaque tentative s'est heurtée au même obstacle inflexible, le refus de William d'aborder le sujet plus avant. La conversation était close avant même d'avoir commencé. Sa décision était maintenue sans négociation et aucune réconciliation soigneusement préparée ne serait possible. Cette fermeté perturbait de nombreux membres de la cour. Pendant des décennies, les conflits avaient été résolus discrètement par des gestes subtils et des concessions mutuelles. L'approche de Guillaume s'écartait de l'ancien système qui plaçait les limites personnelles au-dessus de l'opportunisme politique. Si son choix suscita l'admiration de ceux qui valorisaient les principes, il perturba également le fragile équilibre qui avait permis la coexistence de diverses factions au sein de la monarchie. La réaction de Camilla en privé, telle que rapportée par ses proches, n'était pas de la rage mais un choc brutal. Elle avait bâti sa position grâce à sa résilience en résistant aux critiques publiques et à des années d'hostilité médiatique. Pourtant, cette fois-ci, c'était différent. Il s'agissait d'une fracture au sein même de la famille, une fracture qui révélait des vulnérabilités qu'elle avait travaillé sans relâche à dissimuler. Dans un foyer où la perception est aussi importante que la réalité, une perte d'influence aussi visible ne pouvait être ignorée. Les implications allaient bien au-delà de l'orgueil personnel. Le capital politique de Camilla au sein du palais dépendait de sa capacité à gérer les relations, à nouer des alliances et à maintenir une impression de contrôle. L'incident avec son fils avait affaibli sa position dans chacun de ces domaines. Certains cadres supérieurs qui avaient autrefois suivi son exemple commencèrent à prendre leur distance. De légers changements dans la disposition des places, des omissions subtiles dans les listes de réunions et des conversations plus calmes en son absence laissaient entrevoir une érosion de son autorité. Entre-temps, la position inébranlable de William devint un point de ralliement. Ses alliés voyaient dans cet incident la preuve que la prochaine génération de dirigeants serait plus déterminée et moins tolérante envers les comportements portant atteinte à la dignité de la maison royale. À leurs yeux, William avait agi non seulement en mari, mais aussi en dirigeant privilégiant l'intégrité au protocole. Cette perception commença à se répandre au-delà des murs du palais, les commentaires publics soulignant sa détermination et établissant des parallèles avec les positions de principe autrefois associées à sa défunte mère. L'intérêt des médias pour la situation s'est intensifié à mesure que des détails ont émergé de sources anonymes. Si le palais n'a fait aucune déclaration officielle, le silence a été comblé par un flot constant de témoignages de sources internes. Ces récits ont dépeint William comme un homme calme mais inflexible, Camilla comme une femme blessée mais contrainte par la nécessité de préserver ce qui restait de son image publique. L'absence de réfutation officielle de la part de Camilla a permis à ses portraits de gagner du terrain, influençant l'opinion publique d'une manière qu'elle ne pouvait pas facilement inverser. La couverture médiatique internationale a accentué la pression. Au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les commentateurs ont souligné le symbolisme du moment, un futur roi traçant une ligne claire pour protéger son épouse quelles que soient les politiques familiales. Aux États-Unis, l'incident a été présenté comme un conflit entre les valeurs modernes et la culture traditionnelle et fermée de la monarchie. Ce récit a trouvé un écho auprès d'un public mondial habitué à exiger transparence et responsabilité de la part des personnalités publiques. Au palais, l'impact personnel sur Catherine n'a pas été négligé. Amis et confidents, s'exprimant discrètement, l'ont décrite comme calme mais profondément affectée. L'agression s'était produite chez elle dans un lieu censé être sûr. Pour quelqu'un qui devait déjà faire face à des problèmes de santé, il s'agissait d'une atteinte à sa vie privée. Pourtant, sa réponse est restée fidèle à son image publique. Pas d'interview, pas de déclaration, seulement une poursuite discrète de ses fonctions. Ce calme la distinguait encore davantage des autres personnes impliquées dans l'épisode. En refusant de s'impliquer dans le drame, elle a permis de concentrer l'attention sur le comportement à l'origine de la rupture plutôt que sur d'éventuelles paroles ou actions de représailles.
Ce faisant, elle a renforcé l'image d'une figure de grâce sous la pression, une qualité de plus en plus rare dans la vie publique et profondément prisée par les partisans de la monarchie. Pour Camilla, l'absence de contre-discours s'est avérée coûteuse. Aux yeux de l'opinion publique, le silence peut être stratégique pendant une courte période, mais lorsqu'il n'est pas rompu, il se transforme souvent en une impression de culpabilité ou d'indifférence. Les réseaux sociaux ont amplifié cet effet, un nombre croissant d'utilisateurs remettant en question son engagement en faveur de l'unité au sein de la famille royale. Les appels à s'exprimer publiquement sur le sujet se sont multipliés, mais aucune réponse n'a été apportée. À la fin de la journée, le palais était plongé dans une nouvelle tension. Deux femmes, chacune essentielle à l'avenir de la monarchie, se trouvaient désormais aux antipodes d'un fossé grandissant. L'une avait vu son influence diminuer en quelques heures, l'autre en était ressortie avec une réputation non seulement intacte, mais renforcée. Guillaume, par sa détermination, avait bouleversé la hiérarchie tacite qui façonnait le quotidien de la famille royale. Il devenait évident pour ceux qui travaillaient au plus près de la couronne que cet incident n'était pas un embarras passager, mais le début d'un changement plus profond. L'autorité de Camilla ne reviendrait pas facilement, voire jamais. Le rôle de William en tant que décideur ne ferait que croître. Et Catherine, grâce à sa résilience discrète, avait consolidé sa position de figure centrale du présent et de symbole de l'avenir de la monarchie. Dans les jours qui suivirent, la résilience discrète de Catherine devint le centre de l'admiration du public et des analyses médiatiques. Elle ne modifia pas son emploi du temps, participant à ses engagements avec la même assurance qui caractérisait sa présence. Des photos la montraient, marchant aux côtés de William, l'air serein, saluant la foule et s'adressant chaleureusement aux enfants. Pourtant, ceux qui étaient au plus près de la situation savaient que les récents événements avaient laissé une trace indélébile. L'agression n'avait pas été une insulte passagère. C'était un affront proféré au cœur de son foyer devant témoins et à un moment où elle gérait des problèmes de santé personnelle délicats. En privé, ses amis la décrivaient comme profondément blessée. La source de l'insulte conjuguée au contexte dans lequel elle s'était déroulée la blessait particulièrement. Malgré l'intensité du moment, elle choisit de répondre non pas par des déclarations publiques, ni par des représailles en coulisses, mais avec cette qualité qui l'avait toujours distingué le sang-froid. Ce choix, tout en étant fidèle à sa personnalité, constituait aussi un puissant acte de maîtrise de soi dans un environnement où chaque réaction pouvait être amplifiée et scrutée. Sa décision de garder le silence contrastait fortement avec le bruit qui entourait la situation. Sur les réseaux sociaux, des hashtags de soutien ont commencé à se répandre dans de nombreux pays. Des expressions comme « Stand with Kate »,« Protect the Princess » et « Grace Under Pressure » sont devenues des cris de ralliement pour ceux qui voyaient en elle l'image d'une future reine qui ne se laisserait pas ébranler par les intrigues du palais. Les commentateurs l'ont saluée pour sa dignité face au manque de respect, certains établissant des parallèles avec la capacité de feu, la princesse Diana a créé un lien avec le public grâce à son authenticité et sa force émotionnelle. L'élan de soutien ne provenait pas uniquement de la sympathie. Il s'appuyait sur une perception plus large de Catherine, celle d'une personne ayant toujours placé le devoir et la famille au-dessus de ses ambitions personnelles. Pour beaucoup, cet incident constituait une épreuve de caractère et elle l'avait surmonté sans le moindre faux pas. Des personnalités publiques, des journalistes aux artistes commencèrent à exprimer leur approbation. D'anciens conseillers du palais laissèrent entendre que sa constance sous la pression lui gagnait des alliés non seulement dans l'opinion publique, mais aussi au sein même de l'institution. Le symbolisme de sa réponse n'échappa pas aux observateurs royaux. En refusant d'envenimer le conflit, elle souligna subtilement la gravité de l'offense sans paraître vindicative. Cette approche rendit plus difficile pour les critiques de minimiser l'incident comme un simple malentendu. Elle renforça également la décision antérieure de Guillaume comme un acte de protection et non comme un acte impulsif. Le récit qui en ressortait était celui d'un futur roi défendant un partenaire qui incarnait les qualités mêmes dont la monarchie avait besoin pour se projeter à une époque de surveillance publique implacable. À l'intérieur du palais, sa présence sereine offrait un contrepoint discret mais puissant à l'agitation qui entourait désormais Camilla. Les membres du personnel, jusque-là incertains quant à leur loyauté, se tournèrent vers Catherine. Certains remarquèrent que travailler sous son influence était marqué par des attentes claires, l'équité et le respect mutuel. En revanche, le cercle de Camilla semblait plus restreint et plus réservé, moins nombreux, étant ceux qui la défendaient en privé. La couverture médiatique internationale a amplifié le contraste. Les médias australiens et canadiens ont souligné la grâce avec laquelle Catherine a géré la situation, tandis que les médias américains l'ont présentée comme une figure royale moderne naviguant au sein d'une institution ancienne avec une discipline rare. Les médias européens, notamment allemands et français, ont loué sa capacité à maintenir la séparation entre sphère privée et publique malgré une pression intense. Un thème récurrent est ressorti de ses récits, Catherine avait démontré que la force ne se mesure pas toujours par une voix forte. Sa stature publique grandissante commença également à modifier la dynamique interne. Les hauts courtisans comprirent
que sa popularité n'était pas une vague passagère mais une tendance durable. Cette popularité se traduisit par une influence non seulement dans la sphère publique mais aussi dans les subtiles hiérarchies du palais. Lorsque Catherine soutenait certaines initiatives ou prenait une part visible à des œuvres caritatives, elle recevait davantage d'attention et d'engagement que les initiatives similaires menées par d'autres membres de la famille royale. Sur le web, le mouvement de soutien à Catherine a continué de prendre de l'ampleur. Des milliers de messages ont inondé les comptes royaux sur les réseaux sociaux, dont beaucoup relatèrent des témoignages personnels de personnes qui voyaient en Catherine le reflet des valeurs qui leur étaient chères. Certains la décrivaient comme une figure inspirante, notamment pour les femmes qui avaient dû faire face à des critiques publiques ou à un manque de respect personnel. Ce lien personnel a donné à ses partisans le sentiment d'être partie prenante dans la défense de son image. L'effet de cette solidarité collective fut tangible. L'absence de Camilla dans le débat public combinée à sa réticence à aborder le sujet permit au récit de Catherine de dominer sans contestation. Chaque jour qui passait sans contrepoint de la reine consort renforçait l'image de Catherine comme une figure lésée mais sereine, tandis que Camilla apparaissait de plus en plus isolée. Dès la fin de la première semaine suivant l'incident, il était évident que la dynamique n'était pas en faveur de Camilla. Le choix de Catherine de poursuivre ses fonctions conjugué au soutien visible de Guillaume renforçait l'image d'un couple uni, résistant à une hostilité injustifiée. Cette unité trouvait un écho auprès d'un public avide de stabilité dans la monarchie, particulièrement à une époque où les divisions au sein des institutions publiques entraînent souvent une perte rapide de confiance. La résilience de Catherine ne se résumait pas à endurer une attaque personnelle. Elle consistait à faire preuve d'un leadership exemplaire par la retenue. Dans une monarchie où l'image façonne l'héritage, sa capacité à sortir de cette situation, avec une réputation renforcée, témoignait de sa compréhension de l'institution qu'elle contribuerait un jour à diriger. Cet incident, qui aurait pu être une distraction préjudiciable, était devenu un chapitre déterminant de sa vie publique, un chapitre qui allait consolider sa position dans les années à venir. Tandis que la réputation de Catherine s'améliorait auprès du public, le roi Charles se retrouvait pris au piège d'une situation difficile à résoudre. Il n'avait pas été témoin direct de la confrontation, mais dès le lendemain matin, tous les détails lui étaient de parvenus sans phare. L'expulsion du fils de Camilla du palais par l'héritier du trône n'était pas seulement un désaccord familial, c'était une remise en cause ouverte du fragile équilibre de l'autorité qu'il était censé maintenir. Pour Charles, l'enjeu dépassait la simple question de loyauté. Il s'agissait d'une mise à l'épreuve directe du leadership au sein d'une monarchie qui s'adaptait encore à son règne. D'un côté, se tenait son épouse profondément humiliée, exigeant en secret qu'il défende la dignité de sa famille. De l'autre, son fils, le futur roi, fixait une limite qu'il ne pouvait franchir sans porter atteinte à sa propre crédibilité. Toute action de Charles s'aliénerait l'une des deux figures les plus importantes de sa vie et déstabiliserait l'image publique d'unité qu'il s'efforçait de préserver. Des sources internes suggèrent que Charles aurait d'abord cherché une voie de médiation. Il aurait tenté de joindre Guillaume, espérant apaiser les tensions avant qu'elles ne dégénèrent en une rupture durable. Ces conversations furent décrites par les conseillers du palais comme polies mais totalement stériles. Guillaume indiqua clairement que sa décision était définitive et non négociable. Son explication fut simple, le comportement envers Catherine était inacceptable et il était impossible de le laisser passer sans conséquence. Le défi suivant fut de s'adresser à Camilla. À huis clos, elle exprima sa frustration insistant pour que l'affaire soit résolue de manière à restaurer la place de son fils au sein de la maison royale. Pourtant, Charles hésitait à affronter directement Guillaume ou à revenir sur sa décision. Le calcul était difficile, passer outre le choix de Guillaume reviendrait à saper son autorité de futur monarque, risquant ainsi de nuire à la crédibilité de l'institution aux yeux du public. Finalement, Charles choisit l'inaction. Il n'y eut aucune déclaration publique, aucun communiqué de presse et aucune tentative visible de rapprocher les deux camps. Ce silence était à ses yeux un moyen de laisser la situation se calmer sans attiser davantage les tensions. Cependant, l'absence de leadership visible devint rapidement un handicap. Devant les portes du palais, les commentateurs commencèrent à s'interroger sur sa capacité à gérer les conflits. Des éditoriaux dans la presse nationale et internationale soulevèrent la question de savoir si Charles évitait de prendre des décisions difficiles pour préserver ses relations personnelles. Au sein du palais, les conséquences de cette approche furent immédiates. Le respect de Guillaume pour son père déjà mis à l'épreuve lors de précédents désaccords commença à s'éroder. Leurs interactions devinrent plus formelles avec moins de chaleur comme au début du règne de Charles. Le personnel remarqua des modifications d'horaire visant à réduire les chevauchements entre leurs équipes. Alors qu'autrefois, le roi et son héritier apparaissaient fréquemment ensemble, les apparitions conjointes se firent plus rares et lorsqu'elles eurent lieu, le langage corporel laissait entrevoir une tension sous-jacente. Camilla, pour sa part, interpréta la réticence de Charles à agir comme une trahison. Bien qu'elle restât apparemment calme en public, des sources du palais la décrivaient en privé comme renfermée et tendue. Elle comprenait que sans une position ferme de Charles, son influence dans cette affaire était bel et bien neutralisée.
Le symbolisme était difficile à ignorer, sa position de reine consort ne pouvait protéger sa famille des conséquences d'un désaccord avec Guillaume. La maison royale était désormais divisée en factions discrètes. Certains conseillers proches de Camilla considérèrent la gestion de la situation comme inutilement dure et préjudiciable à l'unité. D'autres estimaient que la fermeté de Guillaume était une démonstration nécessaire de discipline au sein d'une institution qui trop souvent soustrayait ses membres à toute responsabilité. Les couloirs du palais devinrent le théâtre de conversations chuchotées, d'échanges circonspects et d'un sentiment croissant de méfiance. Dans la sphère publique, la stratégie du silence de Charles ne le protégeait guère des critiques. Les médias du Commonwealth se demandaient si son style de leadership était adapté au moment de crise interne. En Grande-Bretagne, des articles d'opinion contrastaient son approche réservée avec l'image résolue projetée par Guillaume. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient encore moins indulgents, nombreux étant ceux qui suggéraient que le roi paraissait indécis à un moment où la clarté morale était nécessaire. Cette perception commença à influencer la position générale de la monarchie. Les observateurs de la royauté remarquèrent que les moments de leadership visibles même dans les affaires personnelles contribuèrent historiquement à renforcer la pertinence de la couronne dans la société moderne. En se retirant du conflit, Charles risqua de laisser le récit être entièrement défini par d'autres, diminuant ainsi son propre rôle aux yeux du public. Au fil des semaines, la situation s'est durcie et a évolué vers une nouvelle réalité. L'autorité de Guillaume au sein du palais s'est sensiblement renforcée à la fois par le soutien public et par la reconnaissance discrète des hauts courtisans. La position de Catherine, figure centrale de l'avenir de la monarchie, était plus assurée que jamais, sa popularité la protégeant des critiques les plus virulentes. L'influence de Camille, bien que toujours présente, était plus limitée, ses possibilités d'influencer les décisions concernant Guillaume et Catherine étant réduites. Pour Charles, cet incident laissa une trace durable. Il souligna la difficulté d'équilibrer relations personnelles et exigences de la royauté. Il révéla également les limites d'un style de leadership privilégiant, la patience et la discrétion aux interventions visibles. La question de savoir si sa décision de garder le silence était un acte de diplomatie prudente ou une occasion manquée d'agir de manière décisive demeure un sujet de débat parmi les commentateurs royaux. Ce qui est certain, c'est que les événements avaient bouleversé la hiérarchie interne de la maison royale. L'autorité de l'héritier n'était plus théorique. Elle avait été démontrée d'une manière que même le monarque régnant ne pouvait aisément renverser. Dans la longue histoire royale, de tels moments marquent souvent le transfert progressif d'influence d'une génération à l'autre. Pour ceux qui observaient la situation depuis l'intérieur et l'extérieur du palais, c'était le signe que le centre de gravité de la monarchie commençait déjà à bouger. Une fois le choc initial passé au palais, l'affaire ne put être contenue. Dès le lendemain de l'incident, l'affaire avait complètement franchi les murs du palais, d'abord par des rumeurs dans la presse britannique, puis par un titre à la une de plusieurs journaux. Les tabloïds l'ont relayé avec une urgence sensationnelle, la présentant comme une confrontation dramatique entre l'héritier du trône et le fils de la reine consort. Ce qui avait commencé comme un scandale au palais était devenu un sujet de discussion internationale. À Londres, les kiosques à journaux présentaient des versions contradictoires du même récit. Certains considéraient l'action décisive de Guillaume comme un acte d'honneur, tandis que d'autres la présentaient comme une dangereuse escalade des tensions familiales. Les journaux grand format adoptaient un ton plus sobre, tout en soulignant le symbolisme de l'événement, un futur roi défendant son épouse contre un comportement contraire aux normes de respect attendues au sein du cercle royal. À midi, la couverture médiatique avait fait le tour du monde. Les présentateurs de journaux télévisés new-yorkais ont commenté l'affaire aux côtés d'analystes qui l'ont comparée aux conflits royaux historiques qui ont changé le cours de la monarchie. Les radiodiffuseurs australiens et canadiens ont souligné l'enthousiasme du public face à la grâce de Catherine malgré la pression. En France et en Allemagne, les commentateurs ont souligné le contraste entre son sang-froid et le silence ostentatoire de Camilla, suggérant que l'épisode révélait des fractures plus profondes au sein de la famille royale. Sur les réseaux sociaux, la réaction fut immédiate et fracassante. Les hashtags soutenant Catherine ont afflué sur de multiples plateformes cumulant des millions d'impressions en quelques heures. Des photos d'elle, prises lors de récentes apparitions publiques, ont été partagées accompagnées de messages louant sa dignité. Des publications virales la décrivaient comme l'incarnation de l'avenir de la monarchie inébranlable face aux hostilités internes et ancrée dans un sens du service qui trouvait un écho auprès des citoyens ordinaires. La persistance de cette histoire était alimentée par l'absence de contre-récit de la part de Camilla. Sans explication publique ni expression de regret, l'interprétation qui s'est imposée était celle d'un aveu discret de faute. Son silence, autrefois considéré comme une stratégie utile en période de controverse, était désormais interprété comme du détachement ou de l'arrogance. Les sondages d'opinion réalisés par plusieurs médias ont montré une baisse notable de sa cote de popularité, tandis que le soutien à Catherine atteignait de nouveaux sommets.
La presse a capitalisé sur ce clivage. Des articles de presse ont établi des comparaisons avec des périodes passées où la monarchie avait échoué à gérer efficacement les crises internes, avertissant que des conflits non résolus pourraient nuire à sa crédibilité. Certains journalistes sont allés plus loin, affirmant que l'identification du public à Catherine témoignait d'un glissement de loyauté de la génération dirigeante actuelle vers la suivante. L'idée que Guillaume et Catherine représentaient une monarchie plus proche et plus respectueuse des principes a gagné en popularité à chaque nouvelle actualité. Au sein du palais, la tempête médiatique a eu des effets tangibles. Le personnel fidèle à Catherine a signalé une augmentation des lettres de soutien du public, notamment des lettres et des cadeaux remis au palais de Kensington. Les organisations caritatives qui lui étaient liées ont constaté une hausse des dons et des inscriptions de bénévoles portés par l'admiration pour sa conduite. Parallèlement, les événements auxquels Camilla participait ont connu une baisse de fréquentation et un enthousiasme moindre, signe subtil que l'opinion publique commençait à influencer l'atmosphère des cérémonies officielles. Le discours en ligne est devenu de plus en plus personnel. Les partisans de Catherine ont partagé des histoires de femmes ayant subi des humiliations publiques, tout en gardant leur sang-froid, établissant des parallèles avec sa situation. D'anciens employés du palais ont émis des commentaires prudents lors d'interviews la présentant souvent comme une figure de force tranquille contrastant avec les manœuvres politiques qui caractérisaient les autres membres de la famille royale. Journalistes et biographes royaux ont observé que l'absence de toute déclaration défensive de la part du camp de Camilla laissait le public libre de tirer ses propres conclusions. En l'absence de clarification officielle, la spéculation est devenue le discours dominant. Des articles ont revisité ces controverses passées, faisant ressurgir des photographies et des titres vieux de plusieurs décennies qui la liaient à d'anciens scandales royaux. Ces rappels justes ou non ont renforcé le sentiment que l'histoire se répétait sous une nouvelle forme. Ce fossé grandissant dans la perception du public avait des implications stratégiques. Les conseillers de Guillaume et Catherine comprirent que leur popularité croissante pouvait servir à renforcer leur influence au sein de l'institution. Sans agir ouvertement, ils laissèrent le récit évoluer naturellement, convaincus que le temps et l'opinion publique jouaient en leur faveur. Les apparitions conjointes du couple furent volontairement discrètes, projetant une unité sans donner l'impression d'exploiter le scandale à des fins politiques. Pendant ce temps, les derniers alliés de Camilla au sein de la presse éprouvaient de plus en plus de difficultés à défendre sa position. Les talk-shows matinaux, autrefois teintés de commentaires bienveillants, évitaient désormais complètement le sujet, ne voulant pas risquer de s'aliéner un public qui avait clairement choisi leur camp. Même les chroniqueurs, traditionnellement proches de la famille royale, écrivaient avec prudence, soulignant que son silence rendait plus difficile le maintien de la bienveillance du public. La dimension internationale de la couverture médiatique a renforcé ce changement de perception. Dans les pays du Commonwealth, où les débats sur la pertinence de la monarchie restent vifs, l'image de Catherine figure de grâce et de discipline contrastait avec celle d'un palais peinant à gérer ses divisions internes. Cette comparaison était particulièrement frappante en Australie, où les médias ont lié sa montée en puissance à des débats plus larges sur le rôle futur de la monarchie. Le service de presse du palais a maintenu sa politique de non-engagement sans faire de commentaires officiels. Cependant, l'absence de réponse coordonnée a laissé chaque famille royale gérer elle-même sa couverture médiatique. Cette décentralisation a encore accentué le fossé grandissant entre la famille du Pays de Galles et celle du roi et de la reine. Les observateurs ont noté que les messages publics du côté de William et Catherine restaient cohérents et axés sur le service, tandis que les engagements de Camilla semblaient de plus en plus déconnectés de l'opinion publique. Dès la 3e semaine de couverture médiatique, le scandale était devenu plus qu'une simple dispute personnelle. Il symbolisait désormais l'évolution des loyautés, l'évolution des attentes envers le comportement royal et plus largement la question de l'adaptation de la monarchie sous une nouvelle génération de dirigeants. Cet événement avait démontré qu'à l'ère de la communication instantanée et de la mondialisation des médias, le silence peut être aussi déterminant que la parole et le calme aussi puissant que la confrontation. Pour Catherine, cet épisode marqua la consolidation de son rôle public. Pour Guillaume, ce fut la preuve qu'une action décisive, même au prix de ses propres sacrifices, pouvait renforcer son prestige. Et pour Camilla, ce fut un rappel que l'influence au sein de la monarchie est fragile, dépendant non seulement des titres officiels, mais aussi de la volonté du public d'accepter et de défendre sa place au cœur de l'institution. Alors que l'effervescence médiatique s'atténuait, les conséquences sous-jacentes au sein du palais devinrent plus visibles. Ce qui avait d'abord semblé être un acte isolé de discipline façonnait désormais la structure interne du pouvoir de la monarchie. L'expulsion du fils de Camilla des lieux royaux n'était pas temporaire. De nombreuses sources haut placées ont confirmé qu'il n'y aurait aucune invitation à son retour, aucune réintégration progressive aux événements officiels, ni aucun geste symbolique pour réparer la brèche. Il s'agissait d'un retrait définitif exécuté avec clarté et finalité. L'origine de la décision était tout aussi significative. Elle n'avait pas été prise par un comité de conseillers de haut rang, ni filtrée par le cabinet du roi. Elle provenait directement du prince William et fut immédiatement appliquée.
Dans le contexte du protocole royal, c'était extraordinaire. Traditionnellement, de telles actions nécessitaient plusieurs niveaux de consultation, le monarque régnant étant au cœur du processus décisionnel. Dans ce cas précis, l'héritier avait agi en toute indépendance et le résultat avait été accepté, quoique à contre-cœur, par le roi. Pour Charles, la réalité était inévitable. Si son silence avait préservé une certaine civilité, il avait aussi mis en évidence les limites de son contrôle sur certaines questions. Les courtisans commencèrent à remarquer un changement subtil, mais important dans la manière dont l'influence était exercée. Les demandes de conseil, qui autrefois auraient pu être adressées directement au roi, étaient de plus en plus adressées à Guillaume. L'idée que le prince de Galles était l'autorité décisive en cas de conflit commença à s'installer dans la mémoire institutionnelle du palais. La réaction internationale a renforcé cette dynamique naissante. Dans tout le Commonwealth, la couverture médiatique de l'événement a systématiquement présenté Guillaume et Catherine comme l'incarnation d'une image royale modernisée. Au Canada, les journaux ont décrit l'approche de Catherine comme une leçon d'art politique. En Australie, les commentateurs ont soutenu que sa conduite démontrait comment la monarchie pouvait conserver sa pertinence à une époque sceptique. En Nouvelle-Zélande, les discussions sur le rôle futur de la couronne la citent souvent comme un exemple du type de leadership susceptible de préserver l'institution. En Grande-Bretagne, les organisations caritatives et les initiatives publiques liées à Catherine ont connu une nette augmentation de leur engagement. Les mécénats qu'elle défendait ont bénéficié d'une plus grande couverture médiatique et d'une plus grande participation bénévole. Ces effets tangibles ont renforcé son influence pratique, démontrant clairement que son image publique s'était traduite par un soutien mesurable à son travail. Le contraste avec Camilla était saisissant, ses projets étaient de moins médiatisés et ses apparitions étaient scrutées à la recherche de signes d'une perte de confiance. Pour Camilla, les conséquences à long terme étaient inquiétantes. Bien qu'elle continuât à remplir ses fonctions officielles et à assister aux cérémonies officielles, son influence sur les décisions stratégiques semblait réduite. L'absence de défense publique de son fils par choix ou par nécessité avait laissé une lacune dans son autorité difficile à restaurer. Dans le calcul minutieux de la politique de palais, la perception a souvent autant de poids que la réalité. Et l'impression était qu'elle avait été mise à l'écart. Les observateurs ont noté que l'incident avait effectivement accéléré une transition générationnelle au sein de la monarchie. Si Charles demeurait souverain, l'autorité de l'héritier et de son épouse s'était étendue de manière difficilement réversible. Il ne s'agissait pas d'un transfert de pouvoir formel, mais concrètement, Guillaume et Catherine façonnaient le récit et les priorités de l'institution avec une indépendance croissante. Le symbolisme de ce moment dépassait la dynamique familiale. Dans l'imaginaire collectif, la décision de destituer le fils de Camilla était devenue une défense des principes plutôt que des privilèges. Elle démontrait qu'un comportement inacceptable ne pouvait être excusé simplement par la proximité avec la couronne. À une époque où la confiance du public dans les institutions était fragile, ce principe trouvait un fort écho. Il offrait une vision de la monarchie capable de se conformer aux normes qu'elle attend des autres. Lorsque la controverse immédiate disparut des gros titres, ses effets étaient déjà profondément ancrés. La position de Catherine en tant que reine d'honneur était plus forte que jamais, soutenue à la fois par l'admiration du public et le respect institutionnel. L'autorité de Guillaume avait été mise à l'épreuve et confirmée. La position de Camilla avait été affaiblie d'une manière que la politesse ne pouvait dissimuler. Et Charles, tout en restant respecté dans son rôle, était désormais perçu comme partageant son influence avec son fils de manière plus équilibrée, voire inégale qu'auparavant. Dans la longue histoire royale, de tels changements passent souvent inaperçus, se limitant aux décisions prises et aux relations modifiées. Mais ceux qui ont observé attentivement les événements ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un épisode passager. Ce moment restera dans les mémoires comme celui où le centre de gravité de la monarchie a commencé à se déplacer plus résolument vers son futur dirigeant. La couronne reposait toujours sur la tête de Charles, mais l'attention du public était de plus en plus rivée sur le couple qui en hériterait un jour. La monarchie, souvent réfractaire aux changements rapides, avait été propulsée en avant par un acte unique et décisif. Et si le scandale immédiat s'était apaisé, son héritage allait continuer à façonner l'institution pendant